Salut à tous, bienvenue à Roland-Garros pour ce 3e épisode consacré au qualif de ce 2e tournoi du Grand Chelem de l'année. 5 Belges étaient engagés ce mercredi sur les cours. Zizou Bergs, Gauthier Auclin, Michael Geerts, Janina Wickmayer et Grete Minen. Malheureusement, la journée a été un peu compliquée pour nos compatriotes. Grete Minen est la seule rescapée, la seule à passer au 3e et dernier tour des qualifs avant d'éventuellement atteindre le Graal, le tableau final du simple dame. Ce mercredi, j'ai retrouvé Philippe Dehaze, son coach d'ailleurs dans les allées du stade, et il était en compagnie de 2 amis, Ananda van den Doren, coach à l'AFT de Gauthier Auclin et Raphaël Collignon notamment, et Xavier Moureau, entraîneur liégeois qui travaille depuis 4 mois aux côtés de Benoît Paire. C'était donc l'occasion de prendre des nouvelles du Français qui vient in extremis de se voir attribuer une wildcard pour le tableau final de Roland-Garros. L'occasion d'évoquer avec lui quelques anecdotes. Vous entendrez évidemment aussi tout au long de ce podcast les réactions des 5 Belges qui étaient sur les cours ce mercredi. Je vous souhaite une très bonne écoute. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Silence s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Nous sommes au 3e jour de ces qualifs de Roland-Garros et j'ai croisé dans un stand où on vendait des glaces 3 hommes qui discutaient. Et je me suis dit, oh bah tiens, à mon avis, ils ont des choses intéressantes à raconter. Donc, à la droite de ma chaise, Xavier Moureau. Xavier, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nous? Oui, en fait, moi, je suis directeur avec Steve Darcy des écoles de tennis qui portent notre nom. Donc, on avait jusqu'à peu 3 écoles de tennis. Et depuis un mois, on n'en a plus que 2. Voilà, on s'est un peu recentré par rapport à ce qui est un peu notre ADN. C'est EY que vous avez quitté. Donc, en fait, on a arrêté à EY. On a toujours l'école de tennis à Bastogne et l'école de tennis à Anse. Et parallèlement à ça, donc, je suis l'entraîneur de Benoît Paire depuis le mois de janvier. Et je travaille aussi pour la fédération, l'AFT, dans les formations des cadres. Voilà, donc ça, c'est pour le premier interlocuteur. Le deuxième, vous le connaissez par cœur. Vous aimez beaucoup ses interventions d'ailleurs. Vous êtes dithyrambique à son propos sur les réseaux sociaux. J'ai nommé Philippe Dehaze. Bonjour Philippe. Tu as vu un peu comment mes amis ici, entre guillemets, réagissent à tous ces beaux compliments que tu me fais? Je sens une pointe de jalousie. Magnifique. Je sens une pointe de jalousie. C'est de l'admiration vraiment? Ouais, de l'admiration. Okay. Bonjour Christelle. Voilà, et alors le dernier, il est aussi venu déjà dans mon podcast quelques fois. C'est Ananda van den Doren avec son magnifique sourire, j'adore. Il a les yeux qui pétillent. Voilà, on est sous le soleil, on est bien. Non, je sais pas, il met de bonne humeur, je trouve. Oui, c'est vrai. Ananda. Une bonne énergie, Ananda. Une bonne énergie, voilà. Je n'arrivais pas à trouver mes mots. Alors, en fait, moi, j'avais envie de débriefer un peu cette journée en votre compagnie. Parler aussi de Benoît Paire, puisqu'on parle pas beaucoup du tennis français dans mon podcast, mais c'est l'occasion d'en parler. D'abord, une première intervention par rapport à Gauthier qui a joué ce matin. Ananda, est-ce que tu peux débriefer un peu cette rencontre? Comment tu l'analyses? Il était pas loin quand même, Gauthier. Oui, tout à fait. Alors, il jouait un Argentin, voilà, qui est un jeu classique d'Argentin, un bon revers, mais voilà, rien de particulier sur le revers, mais par contre qui est assez, même très très bon en décalage. Donc il utilise très très bien son coup droit, qui a une très bonne première balle. Et voilà, c'est des guerriers, il court partout et il met pas mal de pression, voilà, dans le jeu. Quel était le mot d'ordre par rapport à la tactique à adopter? Est-ce que mentalement tu l'as trouvé bon? Est-ce qu'il a fait ce qu'il fallait? Alors déjà voilà, c'est sûr que le match, ça a été un match avec du suspense puisqu'il perd 6-4 au 3e. Donc il a quelques occasions dans le 3e set et c'est ça qui fait mal, où il est assez déçu, notamment une balle de break à 4 partout dans le 3e set. Donc, mais l'un dans l'autre, voilà, il y a des choses très positives dans son jeu, ses premières qualifs de Grand Chelem. Et j'espère qu'il va garder le positif. Il y a bien sûr des objectifs de travailler son service, travailler encore la constance, rester peut-être un peu plus calme, serein dans les moments clés. Mais ça, c'est normal vu l'enjeu ici dans son premier Grand Chelem. Il attendait beaucoup et voilà, il y a un petit peu plus de pression que dans les tournois qu'il a joué avant. Mais voilà, je trouve qu'il a bien progressé. J'ai vraiment hâte de le retrouver la semaine prochaine pour voir s'il va utiliser cette expérience d'une manière positive et performer en Allemagne. Il a atteint les objectifs que vous vous étiez fixés pour ce Roland-Garros? Alors, l'objectif quand on joue les qualifs, c'est de se qualifier. Donc si on ne l'atteint pas, on est toujours déçu. Mais pour une première expérience, je trouve que c'est très très bien. Donc voilà,
J'espère que pour la suite, Wimbledon va arriver très très vite aussi. L'expérience sur gazon, je sais qu'il joue très très bien sur gazon parce qu'il avait gagné Roehampton en junior. Donc voilà, il a été quand même top 10. Voilà, donc je pense qu'il va retrouver des bonnes sensations sur gazon. Eh bien, je vous propose, avant d'aller plus loin, de tout de suite écouter la réaction de Gauthier Auclin juste après son deuxième tour de ses qualifs de Roland-Garros. Il a perdu 1-6, 6-3, 4-6 contre Thiago Agustín Tirante. Le début de match n'était pas mauvais. J'ai eu des occasions, j'ai breaké d'entrée, j'ai eu plusieurs balles de break encore, etc. Et puis je suis tombé aussi, ça m'a un peu marqué. Et puis lui a vraiment bien joué. Mon service était vraiment mauvais au premier set. Et lui était vraiment offensif après sur mes deuxièmes balles, donc c'était vraiment compliqué. Donc voilà, je suis content de la manière dont j'ai réagi dans le deuxième set. Je pense que c'était mieux, mon service a été meilleur, plus constant. Et ça m'a permis d'être plus agressif, prendre le jeu à mon compte. Et donc voilà, ça c'est une belle réaction. Et au troisième set, voilà, rebelote, un peu moins bon dans le début du troisième. Et là, je me suis accroché. Je suis vraiment content d'avoir pu revenir de cette manière-là. Et malheureusement, les deux derniers jeux, j'ai fait des erreurs et ça se paye cash. Donc voilà. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Parce que 4-1, tu reviens à 4-4, tout le monde est derrière toi. On se dit, allez, il a fait le plus dur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ouais, je sais pas, peut-être un petit manque d'expérience. Je rate des retours que je dois pas rater, que je rate pas normalement. Mon service qui refaiblit un peu dans le moment important. Donc voilà, en fait, c'est exactement le même scénario que la semaine passée avec Hugo Humbert, balle de break, puis je me fais breaker derrière. Donc voilà, c'est vraiment dommage de reproduire les mêmes erreurs et souvent voir les mêmes défauts qui réapparaissent. Donc voilà, c'est de ma faute, c'est moi qui dois apprendre et j'espère ne plus reproduire ça les prochaines fois. C'était un premier Roland-Garros pour toi, Gauthier. Quel bilan tu tires? Pour le moment, il est un peu dur le bilan parce que je pense que j'étais vraiment pas loin de me qualifier pour le dernier tour et voilà, jouer un match demain pour me qualifier, ça aurait été vraiment super pour moi. Mais je pense que dans l'ensemble, les matchs étaient quand même bons. Celui-ci aussi, le deuxième et le troisième étaient vraiment bien. Et voilà, il faut travailler les choses qui n'ont pas été et qui ont fait qu'au final, j'ai perdu. Mais je pense qu'il y a du positif. Tu as encore des objectifs d'ici à la fin de l'année au niveau classement parce que tu as déjà bien travaillé depuis le début de la saison. Tu en as d'autres? Non, moi au niveau du classement, je me fixe pas vraiment, j'essaie de progresser. Je suis déjà beaucoup monté au classement depuis le début d'année, donc voilà, le plus important c'est mon jeu. Aujourd'hui et ici les derniers jours, on a vu que ça allait de mieux en mieux, donc je suis content de sentir que mon jeu se met en place. Mais voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, donc on va se concentrer sur ça et je suis sûr que si on continue à bien travailler comme ça, il y aura de belles choses qui vont se passer dans la deuxième partie. Alors ça c'était le premier qui était sur les cours aujourd'hui et puis il y avait Zizou, on attendait beaucoup de lui, une petite déception qui ne soit pas passé. Quelqu'un, un de vous trois a vu son match? Moi Zizou, je suis toujours un tout petit peu en train de m'interroger si il est très très positif, Zizou, vous êtes d'accord avec moi, il est hyper confiant. Je me souviens quand il y a 2 jours on avait parlé, je l'avais croisé, j'ai dit tu joues au Johnson, l'américain, il me dit ouais je perdrai pas, mais vraiment une assurance qu'on retrouve rarement chez les joueurs belges et ça je trouve ça magnifique, mais j'ai toujours un peu l'impression aussi que quelque part il se met une pression énorme par rapport à ça, parce que j'ai l'impression qu'il se met toujours dans la situation où il ne peut pas perdre le match, quoi. On dirait que perdre le match n'est pas une option. Je ne dis pas qu'il faut monter sur le terrain en disant que la défaite est une option, mais je trouve que de temps en temps, est-ce que c'est un manque d'humilité ou un surplein de confiance? J'en sais rien, mais en tous les cas, c'est pas la première fois où il se fait surprendre contre des gars contre qui il peut gagner. Donc j'aime beaucoup Zizou Berg, je trouve qu'il a beaucoup de personnalité, gros caractère, très charismatique, un magnifique jeu, mais là où nos joueurs francophones manquent peut-être un tout petit peu de confiance, et ça les handicape forcément, je trouve que Zizou, on est dans une situation un peu différente, où il est un peu en surconfiance. Xavier, je vois que tu acquiesces, mais je vais vous passer justement l'interview que j'ai faite de Zizou Bergs juste après sa défaite 3-6 face à Federico Ferreira Silva. J'ai pas pensé trop pour l'instant, les émotions sont juste encore là, que je suis très frustré avec le match, comment c'était passé. Je pense que le début
était bien, super bien. Franchement, j'ai trouvé la solution. Mais dès que le deuxième break a passé, vraiment les émotions sont pris ma tête. Et c'était très dur pour moi aujourd'hui pour le changer. À la fin du match, peut-être j'étais peu plus calme, mais dès que je perds des points, c'était chaos. Oui, on t'a senti fort frustré. Mais c'était quoi, un peu de nervosité? Ce sont des trucs que j'aimerais pas de parler. C'est un peu, pour moi, c'est un peu privé. Mais en tout cas, ce sont les choses que c'est important pour moi de régler. Quand ça passe, que je sais comment je dois régler avec ça. Donc encore beaucoup de boulot à faire. Tu as d'habitude un jeu très offensif, c'est toi qui mènes le jeu, c'est toi qui mènes la danse. Ici, tu étais plus en retrait de ta ligne de fond et tu subissais un petit peu. C'est son jeu qui t'ennuyait? Oui, en tout cas, on a vu qu'il a joué agressif aujourd'hui. Et moi, j'ai manqué un peu d'agressivité, mais à un moment donné, j'avais trouvé. Et lui a vraiment augmenté son jeu. Et il a pris en charge. Et moi, j'ai dit à mon coach, ouais, voilà, je sens qu'il est en charge par moi et c'est pas mon habitude. Quel est ton programme maintenant, Zizou? Normalement, si le corps va bien, je vais jouer Troisdorf la semaine prochaine. Et après, le full grass season. Voilà, la prochaine étape sera donc la saison sur gazon pour Zizou Bergs. Et tant qu'on parle de tennis belge, j'aimerais rajouter qu'on a appris hier que David Goffin était 14e réserviste pour le tableau final à Wimbledon, ce qui veut dire, Ananda, qu'il jouera plus que probablement les qualifs. Même presque certainement, oui. Ok. Tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Alors, il y a une liste en fait où voilà, il y a un tableau de 128, mais c'est pas 128 les 128 premiers joueurs. Après, c'est le cut, c'est quoi? C'est 16 qualifiés, 8 wildcards, donc il faut retirer ça du tableau. Okay. Et après, voilà, s'il y a des joueurs qui ont un classement protégé, donc des joueurs qui étaient blessés, qui n'ont pas le classement pour rentrer dans le tableau final, mais qui veulent quand même jouer, ceux-là se rajoutent à la liste. Et comme David est sorti des 100, automatiquement, il est en balance effectivement pour jouer les grands chelems. Mais voilà, moi je pense que peut-être pour Wimbledon, il devra passer par les qualifs. Ça arrive, on voit ici qu'il y a des joueurs comme Karatsev qui ont dû jouer les qualifications, il y en a d'autres, Pierre Hugerbert. Donc on a quelques gars qui ont une carrière incroyable, qui ont dû jouer. Lucas Pouille, on l'a vu aussi, je pense qu'il a gagné son deuxième tour. Et donc voilà, ils doivent repasser par les qualifications, mais ça fait partie de la carrière d'un joueur aussi. Pour moi, voilà, David peut se qualifier. Et puis après, il y a encore des semaines pour l'US Open. Parce qu'à Paris aussi, ici aussi, il y en a beaucoup qui ont pu rentrer. Je crois qu'ils étaient 16. C'est possible, oui, il y a eu des retraits, mais ça c'est chaque année, il y a des retraits. Maintenant, il ne faut pas attendre qu'il y ait 20 joueurs qui se retirent, mais ça bouge de quelques places. Moi j'ai une question par rapport à David que je voudrais te poser, Xavier, parce que toi tu coaches Benoît Paire. Et donc tu es sur un peu finalement, dû à son classement, sur ce qu'on appelle le circuit parallèle. Oui. Tous ces challengers, ces 100 000, ces 125, ces 175. Tu connais le niveau. Comment tu vois David s'en sortir dans ce type de compétition? Alors je pense qu'il y a plus d'évidence maintenant de toute façon dans le circuit Challenger parce que tous les joueurs jouent bien. Il y a beaucoup de joueurs qui ont perdu pas mal de place au classement et qui jouent justement ce circuit secondaire et tout le monde est un peu affamé de tennis, affamé de victoire. Et surtout quand des anciens bons joueurs comme Benoît, comme David, quand je dis anciens bons en termes de classement surtout parce que voilà, David a été quand même top 10, Benoît a été 18. Comme Dominique Thiem, comme Stan Wawrinka. Exactement, je pense que l'apparition de ces bons joueurs sur le circuit Challenger fait que tout le monde a envie de les jouer et tout le monde a envie de se tester par rapport à ces gars qui ont eu un meilleur classement que la plupart des gens qui sont sur le circuit secondaire. Donc c'est toujours à double tranchant et c'est toujours risqué. C'est certain qu'on l'a vu avec David en début d'année, juste après l'Open Australie, quand il est revenu jouer le Challenger en Belgique et qu'il a gagné, et ça lui a fait vraiment du bien en termes de confiance, en termes de nombre de matchs qu'il a pu emmagasiner sur une semaine.
C'était le cas également avec Benoît parce que quand il a gagné un tournoi Challenger au Mexique en début d'année, février, et encore il y a 15 jours quand il a fait finale en Italie, c'est sûr que ça permet d'emmagasiner des matchs, d'emmagasiner de la confiance, mais il n'y a plus aucun match qui est facile sur le circuit Challenger, comme il n'y a plus aucun match qui est facile nulle part. Ça peut être un Challenger, un 75, un 125, il n'y a plus rien maintenant qui est acquis. Donc voilà. Et ça c'est différent d'il y a 20 ans. Je pense que le niveau, Phil, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, le niveau vraiment sur le circuit Challenger a vraiment augmenté encore plus, je vais dire depuis le Covid, parce que tout le monde commence à revu un peu sa manière de s'entraîner, tout le monde s'est entraîné un peu plus, a fait beaucoup de physique aussi pendant la période du Covid, et je pense que maintenant... ah oui, c'est ça qui a marqué un tournant selon toi? C'est pas l'unique tournant, mais je pense qu'en tout cas depuis maintenant 2 à 3 années, je pense que le niveau du circuit Challenger est beaucoup plus élevé. Okay. Donc rien n'est acquis, vraiment. Et toi tu remarques ça aussi, Ananda? Oui, je suis d'accord avec Xavier, puis il y a à la fois je suis d'accord et pour certaines choses pas. Moi je trouve justement que les gars sont plus forts physiquement, mais je trouve parfois techniquement, je trouve que c'est moins bon qu'avant. Ah oui. Il y a moins de variété de jeu. Ça je suis à 100% d'accord avec toi, Ananda. Et donc en fait, oui, c'est vrai, mais si je vois par exemple un jeu comme Steve, des gars qui ont je discutais avec Lisnard, avec des anciens joueurs, ils ne trouvent pas que le tennis c'est meilleur. Par contre, il y a plus de joueurs. C'est-à-dire que c'est plus dur parce que au lieu d'avoir peut-être 200 joueurs pour être dans le top 100, oui. Il y en a peut-être 300 qui veulent être dans le top 100. Et donc ça augmente. Et on le sent fort dans les 15 000 et les 25 000. C'est qu'il y a beaucoup de joueurs. Oui. Parfois, il y a des tournois un peu moins forts, etc. Mais la concurrence est forte. Oui. Par contre, je trouve que tennistiquement parlant, si je vois comment ça joue, il y a beaucoup moins de variété de jeu, il n'y a plus personne qui monte au filet. Donc, s'il y a quelqu'un qui a un tout petit peu un jeu avec un peu plus de créativité, je pense qu'il peut monter très très vite. Maintenant, parce que vous êtes tous les deux, vous coachez, moi je coach une fille et je suis sur le circuit féminin, vous coachez des gars. Comment vous expliquez qu'on ne monte plus à la volée aujourd'hui chez les mecs? Est-ce que parce que, comme tu dis, les gars sont physiquement trop costauds et qu'ils défendent bien et que les joueurs ont peur de monter parce qu'ils ont peur de se faire passer, ou parce que, comme tu le dis, il y a une défaillance technique et que finalement à la volée on y passe peu de temps, ils sont pas assez bons à la volée? Qu'est-ce qui fait qu'on monte moins à la volée aujourd'hui? Moi j'ai l'impression qu'il y a déjà le niveau physique, ça c'est une chose. Maintenant il y a les balles aussi, où les balles ont vraiment fort changé de jeu et fort... Alors je pense qu'elles n'ont pas évolué parce que justement elles ont perdu en qualité, et c'est tous les joueurs maintenant parlent sur tous les tournois. Je pense que oui, les balles font que maintenant c'est compliqué de venir à la volée parce qu'après 2 jeux maintenant c'est devenu déjà compliqué de faire avancer la balle, c'est devenu compliqué de faire des points gagnants, et donc du coup il y aura plus de passing si on s'aventure un petit peu plus à la volée. Alors oui, sinon je suis tout à fait d'accord avec toi, Xa, et ces conditions on les voit bien, on va dire dans les premiers tournois, les premiers niveaux de tournois qui sont les 15 et les 25 000 $ avec des changements de balles parfois qui sont 11-13, et en fait après 3 jeux les balles elles sont mortes, et donc c'est très difficile comme tu dis de faire avancer la balle. Je pense aussi que peut-être est-ce que les jeunes ont moins aussi peut-être d'apprentissage tout seul, je ne sais pas, on se pose beaucoup de questions parce qu'en fait cette créativité dans le jeu aussi elle vient parce que on cherche des solutions, pas toujours être formaté par un entraîneur mais aussi essayer des choses. Et les jeunes, ils veulent aussi que tout aille vite, rapide, sans faire d'effort. Donc Donc il y a peut-être un manque d'audace parfois dans le jeu. Aujourd'hui, par exemple, Gauthier joue un Argentin, mais j'ai l'impression de voir un gars d'il y a 20 ans, c'est-à-dire un gros coup de rond décalage, un revers pas terrible, défend bien, un bon service, il varie avec des kicks et des premières balles, mais ça, j'ai vu ça il y a 15 ans sur le circuit. C'est pas nouveau comme tennis. Donc est-ce que c'est peut-être la formation dans certains pays? Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup plus d'Asiatiques. Beaucoup plus asiatiques qui jouent beaucoup moins comme des Asiatiques comme moi je les connaissais. Donc il y a certains pays qui jouent mieux sur terre, par exemple. Je regardais les Japonais qui ont des belles trajectoires de balles, qui jouent pas tout à plat, qui savent glisser, qui savent se déplacer. Alors qu'avant ça, par exemple, je voyais pas. On verra bien ce que les juniors là dans quelques années vont nous apporter. Mais
ça va être peut-être un tennis un peu plus stéréotypé, quoi. Ananda, je rejoins aussi quelque chose que tu dis maintenant aussi par rapport à ça. Je parlais avec Stéphane Huet, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, qui était 90e, qui était joueur français. Ah oui. Qui entraîne maintenant Arthur Cazot. Oui. Et je parlais avec lui à Genève, parce que Benoît jouait le double avec lui. Et aussi un constat qu'on faisait, c'est que en termes de développement d'intelligence du joueur, maintenant, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à la facilité d'être connecté à des matchs et à voir en fait du tennis, en fait, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de jeunes qui regardent que des highlights. Et en fait, des highlights, qu'est-ce qui se passe? On voit des aces, on voit des coups gagnants, on voit des amortis rétro, des choses qui sortent de l'ordinaire. Et donc du coup, il y a beaucoup de jeunes maintenant qui se calent en fait sur ces highlights-là et qui ne voient que par ça. Donc le fait par exemple de servir au corps, on en voit de moins en moins. On en parlait tout à l'heure, on en parlait aussi sur le match de GOAT. C'est des choses qu'on voit de moins en moins parce que les gars essaient maintenant directement de claquer une première pour faire un ace immédiatement pour gagner le point directement. Et donc c'est sûr que ce développement de l'intelligence de jeu se fait un peu moins que ça ne s'est fait par le passé où il fallait trouver d'autres solutions. On parlait de l'amorti, on parlait du slice tout à l'heure. Et les gens ne regardent plus un match complet, comme tu dis. Ils ne regardent plus de tennis. Et regarder même à la limite des matchs il y a une dizaine d'années avec un peu plus d'échanges, avec peut-être plus de différents joueurs. Mais je pense que les jeunes aussi maintenant, ils sont, même les jeunes quand ils sont dans leur développement, sont moins aussi passionnés que ce qu'on l'était dans notre génération. Oui. Moi j'ai 44 ans, moi je me souviens quand je regardais des matchs de tennis, je me relevais pendant la nuit pour regarder des matchs à l'US Open parce que j'étais passionné de tennis. Moi aussi. Ou tu regardais carrément dans un bar. Ou bien je pouvais regarder dans un bar. À mon avis c'est là qu'on s'est croisés. C'était sans doute ça. Et donc ça je pense que c'est ça aussi qui est différent maintenant parce que moi quand je vois même par exemple en école de tennis maintenant, quand on prend un panel de 100 joueurs en école de tennis, il y en a peut-être 2 ou 3 qui regardent des matchs de tennis. Alors que moi je me souviens au début quand j'ai commencé à jouer, j'adorais regarder des matchs de tennis, je m'identifiais à des joueurs de tennis, ça m'inspirait. Je regardais Agassi, pour moi c'était des choses de dingue et ça donnait envie de jouer au tennis. Maintenant en fait, il n'y a plus cette passion je trouve. Est-ce que tu penses que c'est lié à la personnalité des joueurs? On a des joueurs qui sont moins charismatiques que les Agassi. À l'époque c'était qui Toujours encore un peu dans la génération Federer, Nadal, Djokovic. Ok, mais retirons Nadal, Federer, Djokovic, on retire ceux-là. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui les gars qui sont là sont moins inspirants que... Ça va être dur d'égaler les autres, je pense. Moi, c'est surtout ça. À l'heure actuelle, je trouve que maintenant, si je devais payer un ticket pour aller voir un match de tennis, je pourrais payer un ticket pour aller voir Benoît Paire. Nick Kyrgios, Benoît Paire. Oui, ça c'est sûr à 5000%. Oui, tu vas pas dire ça. Non, bien sûr que non. On l'a vu à Lille. Parce que à Lille, on l'a vu, c'était plein. Tu sais qu'il va se passer quelque chose. Tu sais que tu vas avoir un show. Tu vas payer en fait pour tu vas en avoir pour ton argent. C'est ce que je disais pour. Mais c'est pour quel show? Alors moi, pour aller voir par exemple la finale de Rome, pour aller voir Medvedev, je suis désolé, mais c'est pas quelque chose qui va me fasciner, c'est pas quelque chose qui va me faire vivre. Moi, une finale où je vais voir Djoko qui va être dans le fond et qui va courir tout le match et qui va remettre, qui va user l'autre. Pour moi, c'est pas ma vision du tennis. Ma vision du tennis, elle est plus sur la créativité. T'en parlais tout à l'heure, sur trouver des solutions, comment justement utiliser un peu le panel du joueur et essayer de faire d'autres choses en fait. Et tu trouves pas qu'un Alcaraz ou un Holger Rune par exemple apporte ça? Holger Rune a un peu cette folie aussi. Rune quand même, il apporte un peu de folie. Je suis d'accord avec toi, Christelle. C'est vrai que comment ça sort un peu des sentiers battus. Je trouve que ça c'est déjà mieux, mais maintenant quand tu regardes aussi ce que l'ATP fait par rapport aux amendes, par rapport aux codes de conduite et tout ça, c'est marrant, ils ont envie de vendre un produit aux consommateurs, mais en fait ils enferment quand même un peu les joueurs dans une personnalité un peu stéréotypée, parce que maintenant quand tu casses une raquette, que ça peut te coûter $40,000 en fonction de quel tournoi, si c'était télévisé, si c'était une récidive ou pas. Quand tu vois Hugo Gaston qui se retrouve
maintenant. Oui, mais ça, c'était de l'anti-jeu. J'allais embrayer ça reste là-dessus. de l'anti-jeu. justement. Mais bon, l'amende est dingue. L'amende est 100% d'accord avec toi, disproportionnée. mais quand tu vois que tu vas payer. C'est son prize money pendant un an. Non, C'est pas bien, Il c'est va devoir payer 73 000 € finalement, ou 77 Oui, et il avait 100, au lieu de 170. il avait 140 000 comment dire, à la base, et quand tu vois que son prize money depuis le début de l'année, il est à 124 000 €. Donc le gars, il va venir faire Roland Garros ici, il a une wildcard. Il devrait passer 2 tours entre guillemets pour payer ce qu'il doit en fait à l'ATP. Donc excuse-moi, alors ok, c'est un énorme geste, c'est de l'anti-jeu, personne ne peut tolérer ça et je suis le premier à dire que c'est pas possible, mais tu peux pas à un moment tu peux pas braquer un joueur comme ça, parce que là maintenant ce que fait Comment l'ATP, tu sanctionnes alors si tu es l'ATP? Comment tu sanctionnes? Moi je trouve qu'à Laurent là, tu l'empêches de jouer pendant un mois. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais, c'est plus cohérent probablement. Et il y a eu Zverev, C'est c'était vrai. chaud aussi ce qu'il Bien a fait en sûr, début bien d'année. sûr. Suspendu quoi, c'est mieux, tu suspends. Là t'es chez toi, tu vas peut-être plus réfléchir parce qu'à la limite. C'était quoi, Nadal, rappelle-nous? Non, il a cassé sa raquette en touchant le pied de l'arbitre. Ah oui, à juste, Acapulco. sur la chaise d'arbitre. Ouais. Donc voilà, si lui on lui dit écoute, voilà, tu joues pas pendant un mois, ce sera peut-être plus l'ennuyer que de payer une amende, parce qu'il parle de ses joueurs caractériels, mais ils ont quand même, quand on regarde leur prize money, pour eux payer 50 000 $, c'est rien. Ouais. C'est pas le gars qui est 250. Donc peut-être que la sanction de dire ok, on te retire 1 mois de tournoi et la prochaine fois ce sera 3 mois de tournoi. Là il est à la maison, il peut pas jouer, il va peut-être plus réfléchir à ce qu'il fait que de dire c'est comme nous quand on a une amende, voilà je la paye et puis après ça m'empêchera pas de rouler trop vite. Par contre si on retire mon permis, voilà, donc peut-être que là il y a peut-être une pédagogie différente, ça va peut-être plus faire réfléchir qu'un montant astronomique qui n'a pas de sens. Et tu disais tout à l'heure que toi, Holger Rune, il ne te faisait pas rêver? Non, sa personnalité, je suis pas fan quoi. J'aime pas trop le personnage. Il est hystérique, il a pas de respect pour ses parents. C'est pas des valeurs. On va pas dire à un jeune tiens regarde Holger Rune. On va essayer de regarder plus un Alcaraz, Medvedev, ok. Bon, non, je trouve que Medvedev, moi, je suis limite pas fan aussi. non plus, Oui, moi. tout à fait. Donc c'est pas facile d'aller trouver un joueur à l'heure actuelle où on pourrait dire, je dis voilà, mon fils a 10 ans, regarde ce joueur-là, il est fantastique. Yannick Sinner. Ouais, Alcaraz. Sinner est un exemple, je trouve. Alcaraz, voilà. Donc c'est difficile, voilà un gentleman, voilà, quelqu'un de classe, de Roger, respectueux, Roger, Nadal, Roger, Rafa. Rafa, Une autre ouais. génération, je sais pas si on va les retrouver quand même, parce qu'on parlait de... Murray aussi, il y en avait quand même. Oui, bien sûr. On peut pas dire que Becker était super respectueux, on peut pas dire que McEnroe était super respectueux. Il y a toujours eu des gens un petit peu, mais il est adoré par les gens. Il pouvait d'une violence avec son staff aussi incroyable. Qui ça? Excuse-moi. Andy Murray. Ah oui. C'est pas non plus un exemple, c'est un exemple de combativité. Moi, c'est celui que je préférais, mais il pouvait aussi à un moment donné un peu dévisser. Ouais. Et justement, tant qu'on parle d'exemple, parlons de Benoît Paire. Venons-en au fait. Ah bien voilà. Puisque Xavier, tu t'occupes de Benoît, tu l'expliquais en intro depuis 3-4 mois. Comment tu es arrivé sur sa route? Alors Benoît, en fait, je l'avais rencontré, une petite anecdote par rapport à ça, je l'ai rencontré il y a maintenant, je pense, 5-6 ans, à l'US Open. Je coachais un joueur français qui était Vincent Millot à l'époque, et j'ai croisé Benoît, en fait, en allant acheter une montre. Et Benoît, en fait, sortait d'un Starbucks et il nous a dit qu'est-ce que vous faites? On lui a dit justement on va se renseigner pour acheter une montre. Il dit je viendrai bien avec vous. En fait c'est le seul à être sorti de la bijouterie en ayant acheté une montre directement. Donc c'est la première rencontre que j'ai fait avec Ben, et puis après on s'est recroisés en tournoi. On s'est recroisés il y a 2 ans en Interclub à Bordeaux, parce que j'étais parti avec Steve le temps d'un week-end, le temps d'une rencontre à Bordeaux, et Benoît était justement là-bas, donc on avait reparlé pas mal déjà à ce moment-là. Et puis lors des Interclubs de Bordeaux de l'hiver passé, Benoît est venu parler avec Steve. Il a dit voilà, j'ai plus d'entraîneur maintenant depuis un bon bout de temps, mais j'ai vraiment envie maintenant de refaire les choses différemment. Je sens que je suis de nouveau prêt d'échanger avec quelqu'un, d'entendre quelqu'un, et il a redemandé mon numéro à Steve, et donc dans la foulée il m'a contacté, et donc c'est comme ça que l'aventure s'est lancée juste après Melbourne en fait.
tout le monde connaît Benoît Paire, on connaît Federer, on connaît juste, peut-être pas pour les bonnes raisons souvent, mais que ce soit un Belge, Xavier, qui l'entraîne, moi je trouve ça dingue. Oui, parce c'est vraiment ce qui est assez fantastique. dingue, il avait eu un coup de cœur pour ton travail. Il connaissait ton travail en Belgique. Ouais, je pense en fait qu'il m'avait vu travailler. Je pense qu'il avait déjà échangé aussi avec Steve, parce que voilà, j'ai eu l'occasion aussi de voyager avec Steve par le passé. Et je pense qu'on parlait de valeurs tout à l'heure. Je pense qu'on partage les mêmes valeurs. Je pense qu'on a beaucoup de points communs par rapport à la passion, par rapport au côté, je pense, un peu écorché vif, et aussi au côté un peu émotionnel. Parce que voilà, Benoît, je pense que derrière ce que les gens peuvent apercevoir sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui a un cœur vraiment immense, qui est hyper respectueux. On parlait tout à l'heure de Murray, qui pouvait parfois se retourner contre son staff et parfois avoir des mots un peu crus. Mais moi, depuis que je suis avec Benoît, il n'y a jamais eu un mot en fait qui a été porté dans ma direction, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain. Et tous les échanges qu'on a toujours, ils sont toujours respectueux, par rapport à tout ce qu'on fait tennistiquement parlant. Et donc c'est comme ça que je pense qu'on s'est bien trouvé. Quand on s'est entendu au téléphone, c'est le premier truc qu'il m'a dit. Il me dit, écoute, je pense que ta personnalité correspond à ce que j'attends, et je pense que nos caractères vont bien matcher en fait. Et ça a été effectif, enfin sur le terrain, tu as pu remarquer ça directement, que vos caractères matchaient? Franchement, au début, c'est toujours un peu une prise de repère et tout ça, mais directement, je pense que oui, en termes de respect, en termes de d'échange, je pense que là, on était vraiment sur la même longueur d'onde. C'est un peu un raccourci, mais on va dire qu'il y a un peu deux profils d'entraîneurs, tu vois. Il y a ceux qui ont leur philosophie, leur façon de voir les choses, et qui vont un peu imposer leur façon de travailler, leur vision du jeu et leur approche du jeu, etc., et qui vont venir en imposant les choses. Voilà, c'est une façon de travailler. Et puis tu as un autre profil d'entraîneurs qui vont s'adapter à la personnalité du joueur, qui vont le sentir, qui vont faire preuve d'empathie et qui vont adapter le discours et l'approche en fonction de l'individu. Alors je ne sais pas jusqu'où Xavier peut partager un peu, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir hors micro un peu les anecdotes, etc. Mais j'aimerais bien, Xavier, parce que je trouve que c'est une expérience tellement riche pour les entraîneurs qui nous écoutent, etc., d'avoir la qualité, la capacité d'adaptation, elle doit être poussée à son extrême, parce que la personnalité de Benoît Paire est tellement énormissime, presque, je ne sais pas si on va dire ingérable, c'est à toi de le dire, mais Xavier, il parvient quand même à, peut-être de façon homéopathique, c'est toi qui vas le dire, au compte-gouttes, avec sa manière, avec sa façon de faire, il parvient quand même à diluer comme ça et là, des messages, et il fait avancer Benoît Paire. Et donc, moi, je trouve que ce serait super que tu puisses, mais dans le cadre de ce que tu as bien envie de dire, donner quelques exemples par rapport à ça. Mais je pense que déjà, moi, par rapport à ma personnalité, moi je suis quelqu'un qui est très carré, qui est perfectionniste, qui est fort à l'écoute. Je pense que j'ai développé beaucoup de compétences sur les 10 dernières années. Parce que je pense que comme beaucoup d'entraîneurs, quand j'ai commencé, que j'avais 19 ans, j'étais sans doute avec trop de certitudes. Je me suis rendu compte en prenant de la bouteille que voilà, les certitudes, il faut les mettre de côté tous les jours, dans tous les métiers. Et donc je pense que j'ai développé des compétences en écoutant beaucoup, en partageant avec les gens. Pour moi, c'est ce qui me plaît en fait dans mon métier, c'est ce qui me fait vivre. C'est vraiment mon essence. Et donc c'est sûr qu'avec Benoît, si moi j'arrivais avec ma cartographie et mon envie de mettre un cadre très très défini, c'est sûr que là ça n'allait pas passer. Donc il a vraiment fallu que je m'adapte en fait par rapport à ses besoins, ce qu'il a déjà vécu, parce que voilà, il était 18e mondial, il a un talent incroyable, et je pense que par rapport à beaucoup d'autres joueurs, lui n'a jamais été quelqu'un qui va passer beaucoup d'heures dans les salles de gym, qui va prendre un préparateur physique et tout ça. Je pense qu'il a un physique naturel et il a un talent naturel aussi. Mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir l'écouter et de pouvoir échanger et trouver la manière dont on allait fonctionner. On découvre l'autre, j'en parlais tout à l'heure, dans ce qui s'est passé au début. C'est certain que moi, quand j'envoie un message, que ce soit par exemple à Phil ou bien quand j'étais avant avec Steve, que je posais une question, j'avais une réponse qui était assez rapide. Et c'est vrai que
avec Benoît, c'était assez surprenant parce que je pouvais envoyer un message pour avoir des précisions sur, je sais pas, une programmation de tournoi, des choses comme ça. Et en fait, j'avais pas souvent des réponses rapides, donc il fallait que j'attende plusieurs jours, parfois une semaine en fait, pour qu'ils me répondent. Et donc là, moi, dans mon cerveau, ça me faisait me remettre beaucoup en question. Je me demandais un petit peu ce qui se passait et tout. Et donc, ouais, le début, en tout cas, moi, comment a été compliqué pour moi par rapport à ma sensibilité et par rapport à ma façon de vivre les choses. Pas quand j'étais avec lui, parce que quand j'étais avec lui, tout se passait très très bien. C'était vraiment plus par rapport à ce qui se passait quand je rentrais chez moi, qu'on devait reprogrammer la prochaine tournée et tout ça, où là c'était... J'aime bien de m'entourer un peu, de choses qui sont un peu déjà planifiées, et je pense que maintenant avec Benoît, et je le vis différemment maintenant, je pense que c'est plus au jour le jour, quoi. C'est plus au jour le jour, et surtout en fait, je pense que le fait de ne pas avoir la main sur sur certaines choses, et de relativiser et de garder entre guillemets l'attention sur ce qu'on a la main en fait, m'a permis vraiment de me sentir mieux. Et maintenant, alors c'est sûr qu'il y a des jours qui sont pas faciles. Voilà, après des défaites, c'est jamais simple. Mais maintenant, ça me pèse moins. C'est moins lourd, moi, par rapport à ma personnalité. Et donc, je pense du coup qu'on le vit mieux. Et lui est comme ça aussi, alors, à plus relativiser. Ouais. Alors, je pense que lui, de toute façon, sa personnalité est à vivre au jour le jour, à voir un petit peu comment ça va se passer, à faire un peu les choses un peu au feeling, à faire les choses un peu à la sensation du moment. Et je pense que moi, je me suis adapté à lui. Et maintenant, je pense que depuis aussi quelques semaines, je sens bien, parce qu'on a eu aussi des discussions, des conversations par rapport à ça. Et je sens bien qu'il fait aussi, des efforts. Et donc, c'est bien parce que je pense qu'on est vraiment dans le win-win, on est vraiment dans l'échange. Et donc, du coup, maintenant, on trouve notre équilibre. Et donc, il en est où, Benoît, depuis le mois de janvier? Là, il s'est fixé de nouveaux objectifs. Parce que tu as été le chercher quand il était quand même assez loin, entre guillemets. Quand on a commencé après l'Australie, il avait perdu beaucoup de points, il était 260. Là, cette semaine-ci, il est 149. Oui. Et donc l'objectif quand on a commencé, c'était de jouer le tableau à Roland. Voilà, ça s'est passé de manière in extremis parce que il y avait cette race, pour les wildcards pour Roland Garros. Donc ça, c'est vraiment déjà une vraie récompense du travail qu'il a fait chaque jour depuis le mois de janvier. Oui. Parce qu'au final, toutes les semaines il joue en tournoi, donc c'est sûr que c'est éreintant aussi, aussi physiquement mais mentalement, parce que toutes les semaines prendre l'avion pour aller jouer des tournois à gauche et à droite et prendre des points, c'est vraiment dur. Donc ça c'est déjà une très bonne chose et je suis vraiment fier de lui par rapport à ça. Et donc le deuxième objectif, on va pas se le cacher, c'est de revenir dans les 100 le plus rapidement possible. Maintenant en termes de niveau de jeu, je pense que depuis janvier aussi son niveau de jeu c'est vraiment fort amélioré. Alors on a pu le voir dans les réseaux sociaux, peut-être que les gens on tourne ça en canular, mais moi pour le vivre de l'intérieur, il ne fait plus la fête, il ne boit plus, il a perdu du poids, il est bien mieux physiquement. Grâce à toi tout ça? Non, je pense que c'est un déclic. Je pense que le déclic il a eu lieu quand on était à Waco au Texas. On jouait dans un campus universitaire, c'était un Challenger 75, il n'y avait pas de ramasseur de balles, il n'y avait pas de juge de ligne. C'était pour un challenger, j'avais jamais vu ça. Et il perd au premier tour. Il y avait moi qui étais sur une chaise et un autre joueur français pour l'encourager. Et là, il a perdu et je pense que ça lui a fait un énorme électrochoc. Et je pense que là, il s'est dit il faut vraiment que je change quelque chose. Et on s'est dit après ce tournoi-là, parce qu'il restait un tournoi à jouer, on s'est dit il dit je vais essayer de me remettre un petit peu la tête dedans, je vais partir tout seul. Et on va voir un peu ce que ça va donner. Je pense que les choses se sont mises en place progressivement par rapport à ça. Et donc là, vraiment, il s'y tient Et tu le sens dans un bon move? Je le sens vraiment dans un meilleur mood. Et en tout cas, je trouve que les gens ont cette image de lui par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et je trouve qu'on en oublie que c'est un être humain. Parce que quand... Non, mais c'est l'image que lui a un petit peu véhiculée aussi. Alors je pense que oui, il y a eu ça un petit peu aussi. Il en est bien conscient et tout ça. Mais je pense que quand il se trouve en tournoi et que les gens lui crient la chatte, santé Marion, ou bien à la place, viens prendre
un Ricard, des choses comme ça. Voilà. Ok, c'est quelqu'un qui est là pour ses fans aussi, en dehors du terrain, et c'est le premier à faire des photos, à s'arrêter auprès de tout le monde, même quand on est en rue, en dehors du tournoi et tout ça, c'est le premier à le faire. Mais voilà, quand c'est un match de tennis, il est là pour jouer au tennis et il n'est pas là pour entendre des choses parasites comme ça. Et donc oui, je pense qu'il faut que les gens parviennent aussi à faire un peu la part des choses. Ce Roland Garros, tu décomptes les jours ou tu te dis oh là là, vivement que cet enfer soit passé, parce que c'est quand même un sacré étape dans son calendrier, ce tournoi chez lui en France. Alors moi je suis déjà très content qu'il n'ait pas eu à passer par les qualifs. Okay. Ça c'est la première chose, parce que ça pouvait être vraiment un double tranchant. Le fait qu'il ait gagné cette wildcard et que la fédération française soit revenue aussi sur l'annonce de la wildcard de Hugo Gaston, qui avait été un peu anticipée, et que les ratoums étaient fait par la fédération française. Je pense que c'est bien, parce qu'on a rendu à Benoît ce qu'il avait été chercher en Italie avec la finale. Et donc moi j'ai surtout envie de lui dire, et c'est ce que je lui répète depuis qu'on sait qu'il a la wildcard pour le tableau final, j'ai surtout envie qu'il en profite, parce que la plupart en fait des tournois qu'il a joué, des grands tournois, on l'a encore vécu à Madrid là, il y a quelques semaines, il y a tellement de gens en fait qui l'apprécient, qui l'aiment et qui viennent le voir jouer, qui viennent le voir évoluer, qui mettent vraiment une ambiance de dingue, que je pense qu'ici il peut vraiment être dangereux. Et tout va dépendre aussi du tirage au sort, mais je pense que si les choses se goupillent bien, je pense que vraiment il peut faire quelque chose ici. Mais ce Roland Garros, j'ai l'impression que ça va être très important de montrer, d'honorer en tout cas la wildcard qu'il a reçue. C'est sûr qu'ici en France, devant son public, devant sa famille, devant ses amis, c'est sûr qu'il a envie de donner en fait. Quand moi je parle avec lui et qu'on va dans les choses qui sont un peu plus profondes, en fait Benoît il a vraiment envie de ce partage, il n'aime pas décevoir, et donc c'est sûr que souvent justement il met cette exigence sur lui-même, même trop haute, et parfois ça lui porte même préjudice, parce qu'il a vraiment envie de bien faire son boulot. Et c'est ce que les gens ne voient pas, parce que les gens se disent purée mince, il a encore été faire un tournoi, il était ridicule, il perd au premier tour, mais il va pas faire des tournois pour faire de la figuration. Je peux vraiment vous assurer que chaque tournoi il y va pour le gagner. L'heure tourne et je ne vais pas vous retenir trop longtemps, parce qu'en plus il commence à faire un peu frisquet. Je vois que tu es en t-shirt comme moi, Xavier. Je voulais juste quand même, comme on a dit qu'on allait faire un débrief de la journée, Phil, juste un petit mot par rapport au match de Grete qui a gagné contre Elena Gabriela Ruse, 156e joueuse mondiale, qui a été 51e. Elle a été bonne du début à la fin, Grete. Ouais, elle a fait un match super propre. Mais Xavier était là, qu'est-ce que tu en penses? Moi j'ai trouvé qu'elle était hyper solide. Moi je ne l'avais pas vu évoluer sur le terrain depuis vraiment pas mal de temps, et j'ai trouvé qu'elle avait vraiment été très solide. Vraiment solide, je trouve que c'est le bon mot, et Phil en fait revient souvent avec un terme moi, qui me parle beaucoup et que j'utilise aussi beaucoup avec Benoît, c'est vraiment l'énergie. Et je trouve qu'elle a une bonne énergie aujourd'hui, et elle a développé certaines choses, comme par exemple son slice de revers qui l'a quand même aidé aujourd'hui. Elle a été solide du fond de court. Pour le moment au service, c'est quelque chose qu'elle peut encore un peu améliorer au fur et à mesure des matchs ici à Roland, mais moi je l'ai trouvé solide. Le prochain tour d'Ayana Yastremska pour Grete Minen. On va justement écouter son interview. J'ai pu recueillir son impression juste après sa rencontre. Oui, je me sentais très bien aussi, mentalement très calme, très sereine. Le premier match avait vraiment un peu de stress, mais aujourd'hui c'était beaucoup mieux. Donc je pense que j'ai joué très très bien aujourd'hui. Entre ton attitude sur le terrain il y a 2 jours et aujourd'hui, c'était un monde de différence. C'était vraiment comme s'il y a eu un clic qui s'est fait. Ok, tu es passé le premier tour, maintenant tu peux relâcher la pression. Oui, et je pense qu'on a parlé beaucoup avec Phil aussi après le premier match. C'était un match très dur, très difficile aussi mentalement. C'est jamais facile parce que je connais pas la fille pas du tout. Et maintenant, je savais, elle était une bonne joueuse, elle était top 100 déjà, donc je savais que c'était un match dur, et je pense que ça m'aide aussi de relaxer un peu, de vraiment essayer de jouer mon jeu. Il y avait beaucoup de Belges sur le terrain pour te supporter. Ça te porte de les entendre? C'est pas souvent sur le circuit pendant l'année.
Non, je savais que la famille de ma copine, elle était nombreuse. Je pense qu'il était venu avec 20 personnes, donc c'était très chouette. Donc je savais en avant, et c'est une chouette atmosphère de jouer avec tout le monde là. Tu connais ton adversaire du prochain tour? Oui, c'est Yastremka, elle a gagné. Donc oui, on le connaît un peu. C'est une fille avec des coups très, très agressifs. Donc elle joue très vite, très fort. Donc oui, je dois être très attentif parce que ça va venir vite. Encore une dernière petite chose, il y a le tirage de la Billie Jean King Cup qui est tombé. Est-ce que tu as vu? Oui, j'ai vu, on joue à la maison, donc c'est très chouette. Ouais. Et on joue contre la Hongrie. Tu connais les joueuses hongroises? Oui, je connais Bondar parce que je joue les doubles avec elle. Donc ça c'est un peu compliqué, mais je pense que c'est une équipe très forte aussi. Je pense qu'ils ont 2 en top 100 maintenant, Bondar et Galfi. Mais c'est chouette de jouer à la maison, c'est sûr. Un dernier petit mot par rapport à Michael Geert qui a perdu au deuxième tour. Il était très déçu, Michael, à la sortie du vestiaire. Il était tellement fier de cette victoire hier. Ananda, comment tu as analysé ce match de Michael aujourd'hui? Mais j'ai pas vu grand chose parce qu'en fait Gauthier a joué un peu pendant le match, donc le temps de sortir et de débriefer. J'ai regardé quelques jeux, mais il est tombé sur un Argentin qui est vraiment très solide. Qui n'a pas fait une faute ou presque. Non, donc voilà, mais c'est... Voilà, tout le monde a le couteau entre les dents et c'est vrai, je connais bien Michael, je le connais depuis longtemps, depuis qu'il a 13-14 ans. C'est un garçon qui est charmant, qui a un gros cœur et qui vit cette passion du tennis à 200%. Et pour lui, voilà, c'est vivre évidemment les qualifs de Roland, c'est très très important pour lui. Et voilà, la déception, je l'ai vu évidemment après son match, je l'ai croisé, j'ai vu qu'il était vraiment très affecté par la défaite. Mais voilà, c'est ça la difficulté des grands chelems, c'est que c'est pas n'importe quelle défaite, c'est une défaite en grand chelem. Et donc on attend beaucoup plus ici qu'ailleurs. Maintenant, je sais que voilà, il est très très rigoureux, il travaille dur. Très intelligent. Oui, c'est un garçon très bien élevé. Il va vite passer ce moment difficile et rebondir sur le prochain tournoi. On va écouter tout de suite la réaction de Michael Geert. Ouais, à la fin, je pense que je suis quand même déçu. En général, je pense qu'Olivier, il a fait vraiment un très bon match. Il a pas beaucoup donné. Il savait que j'avais un match dur hier et il m'a vraiment fait courir. Il changeait de direction tout le temps et certainement au premier set, il contrôlait le match. Je pense au deuxième set, j'ai eu des petits occasions. J'ai commencé à jouer plus agressif. À la fin, ça a payé un peu. Je pense que je fais vraiment un bon break à 4-5. Et après, c'était un peu dur avec le vent aussi, mais ouais, je pense au deuxième set, je pouvais faire mieux à la fin. Je suis un peu déçu, un peu aussi physiquement, que c'était un peu plus dur qu'hier. Et ouais, c'était vraiment une magnifique expérience. Le match d'hier, c'était quelque chose unique aussi avec tous les Belges, avec un match hyper serré, vraiment une grande bataille. Mais bien sûr, maintenant, une demi-heure après la défaite, c'est quand même dur de prendre cette défaite parce que voilà, je pensais que je pouvais faire quelque chose pas mal aujourd'hui aussi. Dommage j'avais juste pas un peu plus de temps entre les deux matchs, mais voilà, c'est comme ça c'est le tennis, il faut être au top physiquement aussi. Michael Geert, un charmant garçon, on parlait de gentleman tout à l'heure, mais lui c'en est vraiment un et les responsables de presse de Roland Garros me l'ont d'ailleurs également dit tout à l'heure avant l'interview. Ils m'ont dit qu'ils trouvaient qu'il était vraiment très gentil, donc on aurait bien voulu le voir passer, Michael, mais voilà, c'est la dure loi de ces qualifs de Roland Garros. Oui, le problème c'est que c'est pas un monde de gentils, quoi, tu vois, c'est ça. Merci Phil. C'est tellement vrai. C'est ça que je voulais dire, c'est que c'est pas non mais c'est malheureusement pas les plus gentils qui vont aller les plus loin, quoi. Voilà, donc c'était le mot de la fin. Et on ne va pas oublier évidemment Janina Wickmayer qui n'avait pas joué au moment d'enregistrer ce podcast, mais que j'ai rencontré après sa défaite mercredi en soirée face à la très solide croate Danilovic. Janina n'était malheureusement pas au top de sa forme, elle qui a déjà atteint à 3 reprises le 3e tour à Roland Garros. Cette fois, elle s'est inclinée au 2e tour des qualifs, donc 3-6, 2-6 face à Danilovic. On écoute Janina juste à la sortie.
sortie du cours? Ouais, ça fait 3-4 jours que je suis bien malade, donc là j'ai presque plus de voix, donc j'avais pas beaucoup de jus dans les jambes. Déjà hier, je me sentais vraiment pas bien. Donc voilà, j'ai essayé de tout donner, j'ai essayé de me battre pour chaque point, mais oui, quand les jambes sont pas là, surtout sur terre, c'est très compliqué, surtout contre une joueuse qui joue bien, qui fait jouer, qui fait courir, donc c'est une bonne joueuse qui est en confiance. Donc voilà, je me sentais pas assez bien aujourd'hui pour faire un bon match. Un petit refroidissement juste avant le tournoi? Ah ouais, écoute, j'ai eu une semaine très très compliquée avec ma petite qui était à l'hôpital, donc j'ai dormi à l'hôpital 4-5 jours, donc c'était une semaine assez compliquée. Et puis je pense que la fatigue et tout ça, ça m'a fait chuter mon système immunitaire et à ce moment-là, ça va vite, quoi. Donc je pense que c'est juste tout l'ensemble qui a fait que ça m'a pris énormément de jus, énormément d'énergie. Et voilà, ça fait partie d'être maman et athlète au même temps. Oui, j'allais dire pas facile la vie de maman sur le circuit. Ouais, ça fait partie de la vie, ça fait partie de vie de maman et vie d'athlète et parfois c'est super chouette et on passe des super moments et parfois c'est un peu difficile, ça fait partie de la journée et du chemin et c'est pas grave, j'ai passé quelques bons mois, j'ai bien commencé l'année. De toute façon, même aujourd'hui, si je suis à 100%, c'est pas sûr que je gagne le match, c'est vraiment une bonne joueuse. Donc voilà, c'est juste dommage que j'ai pas pu jouer à 100% et que j'ai pas pu jouer avec des bonnes sensations, mais c'est pas grave, on a tous des semaines où on se sent bien, où on se sent moins bien. Et voilà, on va prendre le temps de bien récupérer, de profiter un peu et de bien se préparer pour la suite. Et la suite, ce sera quoi? C'est sûrement un gazon, donc là je vais prendre quelques jours quand même pour déjà guérir et reprendre un peu d'énergie et puis je vais sûrement jouer dans 2 semaines à Surbiton en Angleterre, ma première semaine sur gazon. Donc ça c'est prévu pour l'instant. On verra comment je me sens physiquement, comment j'évolue et tout. Donc on verra bien. Mais donc Xavier, en tout cas, c'est la première fois que je te rencontrais. C'était un vrai plaisir de t'avoir dans Je sais tes podcasts. Merci beaucoup Phil. Merci Christelle. C'est vrai que je pourrais parler de Benoît avec toi pendant des heures parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc si tu me le permets, je reviendrai te voir à Liège pour enregistrer un autre petit podcast en espérant que d'ici à la fin de l'année, ces résultats soient bons. Il arrivera quand sur le site de Roland Garros? Il arrive demain. Ah bah voilà, il va venir nous faire un petit coucou. T'es pas son agent, t'es que son coach. Je suis pas son agent et de toute façon, je sais qu'avant le tournoi, il n'y aura pas d'interview. Il fait rien du tout. Donc moi, j'ai envie vraiment qu'il reste aussi dans sa bulle. C'était aussi l'idée qu'il arrive un peu plus tard aussi à Roland. Voilà, parce que ça reste son grand chelem. Hein. On est en France, hein, donc. Bien sûr. Voilà. Et les médias français, c'est quelque chose. Hein. C'est sûr. Merci Phil. Est-ce que tu peux reprendre ton petit micro pour dire au revoir à nos auditeurs? Merci Christelle, merci à Xavier. C'était vraiment, et comme tu dis, je partage ton avis, j'ai envie d'en parler pendant des heures, quoi. Ouais. Tellement le phénomène tout à fait. et de société. On va suivre ça de près, votre destin mêlé, et puis on en reparlera dans quelques mois, ce sera intéressant. Et puis je vais terminer sur ça, une fois de plus, et ça c'est cocorico un tout petit peu, et soyons un peu chauvins, c'est un entraîneur belge, tu vois ce que je veux dire. Et on a une vraie reconnaissance dans ce métier de coach de tennis. Et il y a beaucoup d'entraîneurs belges qui sont sollicités par des joueurs étrangers de toutes les nationalités. Et Xavier aussi est encore un bon exemple avec Benoît Paire. Donc bravo. Bravo Xavier. Merci beaucoup et merci à vous deux. Et en tout cas, j'aime beaucoup ta barbe. Tu as adopté la barbe Benoît Paire. Ça fait 1 an et demi que je l'ai, donc j'avais déjà avant, comment dire, qu'on commence à travailler ensemble. C'est ça qui l'a séduit alors? Franchement, j'en sais rien. Souvent, on peut se prendre des frères, donc on rigole souvent par rapport à ça. Mais en tout cas, je tenais à vous remercier tous les deux parce que c'était un bon moment d'échange et je remercie Phil parce que, Phil est toujours là, dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc je profite de ce podcast aussi pour lui tirer mon chapeau et le remercier. Merci Xa. Oui, Phil est une personne extraordinaire. Si personne ne le savait, voilà, maintenant tous les auditeurs en tout cas le savent. Merci à tous les deux. On se retrouve demain, Phil, avec un invité exceptionnel. Julien Benetto va être avec nous demain. Mais ça va être top de partager avec Julien demain. Oui. Donc soyez au rendez-vous. Oui. Toutes les plateformes de podcast. Julien Benetto sera avec nous. Merci beaucoup Ananda. Je t'en prie, on se refait un podcast très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup.